Allez, on remonte le temps ensemble. Direction le Paris des années 20. Mais attention, pas le Paris des cartes postales, non. On va plutôt explorer le Paris qui est resté gravé dans la mémoire d'un jeune écrivain. Un souvenir un peu idéalisé, bien sûr, un souvenir façonné par la faim, par l'amour et par un travail acharné, juste avant qu'il ne devienne une véritable légende. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle vient d'une lettre, écrite bien des années après, et elle donne le ton. On n'est pas là pour une analyse historique, mais pour une plongée dans une vérité émotionnelle. C'est l'essence même de ce que Paris a été pour lui, un trésor qu'on emporte partout avec soi, pour toujours. Paris, un souvenir, les années 20. Ces 3 mots, c'est toute la trame. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant le Paris objectif, le Paris réel, mais la ville telle qu'elle a été reconstruite par la mémoire, filtrée par le temps, par la nostalgie. Allez, on y plonge. Premier point donc, la discipline de la faim, ou, comme le dit le sous-titre, le prix de la fête. Parce que oui, avant la fête, il y a eu un prix à payer. La beauté de ce souvenir, elle s'est forgée dans le dénuement. Et c'est ça qui est crucial. Cette période de galère, c'était pas un obstacle à l'art, c'en était le moteur. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fascinant, ce contraste. D'un côté, on a la réalité brute, les chambres glaciales, presque rien à manger, la faim qui creuse le ventre, et de l'autre, une explosion de créativité. C'est comme si la pauvreté matérielle avait nourri une immense richesse intérieure, une richesse artistique, comme si l'une ne pouvait pas exister sans l'autre. Voilà une idée vraiment puissante. Le manque, ce n'était pas juste une souffrance, c'était un outil. Quand on a le ventre vide, les sens sont plus affûtés. Un tableau de Cézanne, une simple rue sous la pluie, tout devient plus intense, plus vivant. En fait, la faim forçait à voir l'essentiel, que ce soit dans l'art ou dans la vie. Et après l'effort, il y avait ce sentiment si particulier, cet épuisement total, ce vide créatif qui était un mélange de douce mélancolie et d'immense satisfaction. C'est une description parfaite de l'état dans lequel se trouve un artiste après avoir tout, absolument tout donné à son œuvre. Et la récompense, après cette discipline de fer, eh bien ce n'était pas le luxe, c'était des plaisirs tout simples, mais profonds. Des huîtres avec le goût de l'océan, un petit vin blanc bien sec, la chaleur des marrons grillés achetés dans la rue, des choses toutes bêtes qui, après la faim, prenaient la saveur d'un véritable festin. Et puis, bien sûr, la satisfaction d'une histoire bien finie. Bon, on a parlé de la faim, mais il y a un autre protagoniste majeur dans cette histoire. Dans ce souvenir, Paris n'est jamais un simple décor. La ville est un personnage à part entière. C'est une entité vivante, qui inspire, qui défie, et qui finit par façonner l'écrivain et son travail. Là, on entre vraiment dans la poésie du souvenir. On peut presque sentir le froid humide des pavés, voir le reflet des lumières dans les flaques. C'est une de ces images qui reste gravée, un détail sensoriel qui dit toute l'atmosphère de ce Paris-là. Et l'ambiance continue de se dessiner, avec les odeurs maintenant. L'odeur des cafés, ces endroits où on se réfugiait pour fuir le froid des chambres sans chauffage. C'est là que la vie se passait, que les idées fusaient, dans ce mélange de fumée de cigarettes et d'odeurs de vin. Mais Paris, ce n'était pas que le bruit et l'agitation. C'était aussi ces moments de solitude, de paix. Loin du tumulte des cafés, il y avait la Seine, au petit matin. C'était un temps pour réfléchir, pour regarder la vie simple des pêcheurs, un moment de calme, avant de se replonger dans la tempête de l'écriture. Et puis, bien sûr, il y avait l'âme littéraire de la ville, les boîtes vertes des bouquinistes le long des quais. Pour un jeune écrivain sans un sou, c'était une bibliothèque à ciel ouvert, une source d'inspiration sans fin, un endroit où chaque livre était un trésor potentiel. Alors ce Paris des années 20, évidemment, il n'était pas vide. Il était peuplé d'artistes, d'écrivains, tous marqués au fer rouge par la Grande Guerre. Et on va voir comment une simple remarque, une phrase presque anodine, est devenue le nom de toute une époque et a défini une génération entière. La voilà, cette phrase. Célèbre, presque mythique, « Vous êtes tous une génération perdue ». Prononcée par Gertrude Stein, ça sonne comme un verdict, une sentence. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir d'où elle vient. C'est beaucoup plus terre-à-terre qu'on ne l'imagine. Et voici l'anecdote. Tout part d'une panne de voiture, une vieille Ford Model T. Le jeune mécanicien, un ancien combattant, n'arrive pas à la réparer. Le patron du garage, à bout de nerfs, lui lance « Vous êtes tous une génération perdue ». Gertrude Stein, qui était là, entend la phrase, se l'approprie et la répète plus tard à Hemingway. Une légende était née, à partir d'un simple incident de garage. Et cette génération, elle avait ses géants. Mais ici, on ne les voit pas comme des personnages de livres d'histoire. Non, plutôt comme des silhouettes dans un souvenir. Il y a Gertrude Stein, la mentor au jugement si redouté, Ezra Pound, l'ami en or, le soutien infatigable, Fitzgerald, bien sûr, le contemporain flamboyant et si tragique. Et puis Joyce, le maître,
une figure presque inaccessible, qu'on observe de loin, avec respect. Au milieu de tous ces gens, de cette ville bouillonnante, il y avait une chose qui passait avant tout le reste, le travail, l'écriture. C'est là, dans cette discipline, que va naître une méthode, une éthique, un style qui allait tout changer. L'acte d'écrire, ce n'était pas de la magie, c'était un vrai rituel, presque sacré. Pas d'inspiration divine qui tombe du ciel, non, c'était un processus discipliné. On trouve un café calme, on commande un unique café crème, on taille son crayon, et là, le plus dur et le plus important, écrire une seule phrase vraie. Et ensuite, on laisse le reste de l'histoire venir. C'est ça, le principe fondateur de tout son art. L'honnêteté absolue. Ne pas chercher à faire de belles phrases, ne pas essayer d'impressionner, juste commencer par la chose la plus vraie qu'on connaisse. Et c'est sur cette fondation en béton que tout le reste de l'histoire peut se construire. C'est une leçon d'écriture d'une simplicité et d'une profondeur incroyables. Et ça nous amène logiquement à sa fameuse théorie de l'iceberg. L'idée, c'est que la force d'une histoire ne vient pas de ce qui est dit, mais de ce qui n'est pas dit. Le non-dit, l'implicite, ce que le lecteur devine et ressent sans qu'on le lui explique. C'est ça qui donne toute sa profondeur et sa puissance au récit. La vraie histoire, elle se passe sous la surface. Et tout ce travail, toutes ces théories, ça ne se passait pas dans le vide, ça prenait vie dans un lieu bien réel, au 74, rue du Cardinal Lemoine, dans un petit appartement au-dessus d'une scierie. Imaginez le bruit. Ce simple chiffre, il ancre le mythe dans la réalité. C'est là, dans le froid et au son des scies, que tout se jouait. Au final, on en revient toujours à ça. Le travail, c'était tout. Bien plus que l'argent, bien plus que la reconnaissance. L'écriture, c'était pas un métier, c'était une discipline, une nécessité, presque une thérapie. C'était le seul refuge contre la pauvreté, contre le doute, contre tous les maux. Et voilà, la boucle est bouclée. Le jeune homme est devenu un écrivain. Les expériences, les bonnes comme les mauvaises, ont été transformées en art. Le souvenir est maintenant terminé, capturé dans les pages. Et la fête, eh bien, elle est mise en réserve, stockée dans la mémoire, prête à être emportée pour le reste de la vie. Et ça, au fond, ça nous amène à une question plus universelle. Au-delà de ce souvenir parisien, on porte tous en nous notre propre fête mobile. Ces moments, ces lieux, ces personnes qui nous nourrissent et nous accompagnent toute notre vie. C'est peut-être ça, finalement, le plus grand de tous les trésors.